première des blessures, c'est un drame familial en fait qui m'est arrivé à l'âge de 20 ans. On parle de quoi? On parle d'un assassinat? De meurtre, ouais. On parle de meurtre. Ma principale addiction en fait a été la nourriture. Je sortais du boulot comme un drogué quoi. Bonjour Clarisse. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous cette fois en direct à Europe 1, dans nos locaux. Voilà. On s'est parlé longuement à l'antenne de la Libre Antenne entre 22h15 et 1h du matin, hein, tous les vendredis, samedis, dimanches. Et on avait évoqué un sujet de prédilection pour vous maintenant, puisque vous allez bien maintenant. Très bien. Voilà, on avait parlé de résilience. Ouais. Qui dit résilience dit transformation des blessures. Qui dit transformation des blessures dit blessure. Quelle est la blessure originelle que vous avez eu à transformer, ou les blessures peut-être même? Je dirais les blessures, mais effectivement, il y a toujours un détonateur de toute façon. Première des blessures, c'est un drame familial en fait qui m'est arrivé à l'âge de 20 ans. Je ne vais pas m'étendre dessus, voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous brise une famille, un fait divers que vous pouvez lire dans la rubrique du Parisien. Voilà. On parle de quoi? On parle d'un assassinat? On parle de meurtre, ouais. On parle de meurtre, Ouais. d'accord, Et puis voilà. de meurtre violent. très violent. Tous les meurtres sont violents, Violence. mais particulièrement violents. Ouais. Voilà. De quelqu'un de proche de la famille. Ouais, même double meurtre. Enfin, vraiment quelque chose de très compliqué. Voilà. Quelque chose de très dur à porter et qui, du coup, en fait, change votre perception de la vie. Les liens familiaux les liens qui sont familiaux, censés être structurés. Tout le monde maintenant dans ma famille vit avec ça. Je dirais même survit un peu comme il peut. Bon, ça fait 20 ans. Mais voilà, c'est une blessure qu'on garde en nous et qu'on gardera c'est à jamais. Donc, suite à ça, c'est vrai que moi, j'avais 20 ans. Donc, on découvre le Paris, les sorties, le milieu un peu de la fête. Besoin aussi peut-être d'échapper, de s'anesthésier, en fait, un peu après toute cette souffrance. Donc oui, j'ai pas forcément fait les bonnes rencontres à l'époque. J'ai été très influençable dans diverses bêtises. Et puis j'ai aussi un tempérament un peu addictif sur plusieurs choses. Et moi, ma principale addiction, en fait, a été la nourriture. Donc j'ai en fait développé des troubles de l'alimentation. Des troubles, voilà, parce qu'en plus, à l'époque, j'étais mannequin, donc bon, ça n'a pas aidé non plus. Ah bah non, c'est même problématique souvent quand on est mannequin. Voilà, exactement. Ouais. Mais moi, c'était même pas, enfin, je pense que ça n'a pas aidé, mais moi, c'était vraiment en fait de l'autodestruction. C'est-à-dire que je pense que je souffrais d'un vide sidéral, voilà, vraiment qui me... qui du coup me donnait en fait cette envie de me remplir de quelque chose pour apaiser en fait mes souffrances. Quoi. Boulimique anorexique dans votre cas? Boulimique anorexique, c'est-à-dire que moi, en fait, j'avais des vraies crises de manque. Je sortais du boulot comme un drogué, quoi. J'allais à la boulangerie, j'achetais 10 croissants, 5 pains au chocolat, ou j'allais même au KFC, des trucs mais absolument immondes que je ne mange absolument pas aujourd'hui. Mais en fait, c'est des pulsions comme un drogué. C'est-à-dire que vous ne pensez qu'à ça. Et quand vous sortez du boulot, votre seul objectif, c'est aller acheter ce que vous voulez, rentrer, ingurgiter, parce que c'est vraiment le terme, hein, et après se faire vomir. Et là, cette culpabilité, en plus, c'est très rituelique. C'est-à-dire qu'on a toujours le même schéma qui se répète. On sait, après on comprend qu'il faut aussi boire beaucoup, parce que sinon après on n'arrive pas à se faire vomir. Puis s'attacher les cheveux. C'est terrible, parce qu'après vous relevez votre tête, vous regardez, mais... Et vous vous détestez? Mais tellement. Vous dites, mais je suis minable, je suis nulle, quoi. Mais c'est plus fort que soi. Parce qu'en plus... Une crise, je veux dire, c'était tous les jours, moi. Hein. Et puis, même parfois, plusieurs fois par jour. Quand, par exemple, je ne travaillais pas. Après, je faisais aussi pas mal la fête. Donc, tout ça aussi, quand on consomme un peu d'alcool, de trucs et tout, ça n'aide pas à améliorer ce genre de troubles. C'est la spirale. L'addiction, c'est la spirale, dans votre cas?
Oui, puisqu'un jour, je devais déjeuner avec maman, j'avais pas dormi de la nuit, on avait fait la fête, enfin n'importe quoi. Et j'ai regardé ma maman et je lui ai dit, maman, je suis malade, il faut que tu m'aides. Et là, tout de suite, elle s'est dit, ah, ça y est, ma fille, elle sida. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Enfin, à l'époque, ouais, c'était vraiment... Elle s'était rendue compte de rien. Mais de rien, parce que de toute façon, vous faites ça quand vous êtes seul. Et c'est... Et vous vous repliez sur vous-même. Enfin, du coup, vous avez quand même moins de vie sociale parce que vous avez envie quand même de vivre cette crise. De toute façon, vous n'avez pas le choix que de la vivre. Donc, le jour, effectivement, où j'en ai parlé à ma mère, tout de suite, je lui ai dit ce qui se passait. Mais elle est... elle est tombée des nues, quoi. Mais vous ne maigrissiez pas à l'époque? Parce que ça peut alerter les parents, souvent, l'enfant qui maigrit, alors moi, même pas, je grossissais. Parce que parfois, vous vous faites vomir et puis ça ne marche pas. Puis en plus, votre corps, en fait, enfin, c'est terrible ce que vous lui faites subir, quoi. C'est-à-dire que vous lui donnez à manger, ensuite vous lui enlevez. Du coup, oui, moi, en tout cas, ça ne m'a pas fait maigrir. Parce que je n'étais pas une anorexique qui ne s'alimentait plus. Du tout. Moi, c'était vraiment... Mais vous gardiez parfois des aliments? Eh oui. D'accord. Et puis alors, je vous passe les aliments. Hein. C'est pas une salade, c'est pas de la laitue. Hein. Oui, c'est des chips, des gâteaux. Voilà. Donc ça, tout ce qui vous tombait sous la main, comme une crise de boulimie. Tout ce qui est sucré, ce qu'on appelle de la nourriture réconfortante, du chocolat, des trucs en fait qu'on n'a pas le droit de manger, quoi. Puisqu'en plus, quand on est mannequin et tout, on doit faire attention. Tout le temps. Vous pensez que le mannequinat, ça a participé à ces troubles alimentaires, ou vous aviez déjà tendance aux troubles alimentaires avant de devenir mannequin? Non, je pense que ça a favorisé. Moi, on me mesurait tous les lundis, donc ouais, forcément. Clarisse, au bout de combien de temps vous avez appelé au secours votre mère? Oh là, quand même au bout de 2-3 ans. Hein. Ah oui, 2-3 ans de boulimie, anorexie. Ah ouais. Et donc de souffrance. Ouais. Et de détestation de vous-même. Ouais. Donc une mésestime de vous-même à chaque fois. Terrible. Et puis, ouais, on se ment à tout le monde, quoi. Le jour, en fait, où j'ai annoncé à ma maman, tout de suite, elle a été géniale, parce qu'elle m'a dit, ok, chérie, t'inquiète pas, je suis là, on va gérer. Elle c'est une battante, elle a été vraiment super. Et tout de suite, urgence. Je voulais absolument qu'on me fasse un lavage d'estomac. C'est ça, elle me l'a dit d'ailleurs il n'y a pas longtemps, ça je ne m'en souvenais plus. Parce que j'avais dû faire une crise et que je n'avais pas réussi justement. À vomir. Et mon obsession aux urgences, c'était qu'on me fasse un lavage. Et c'est cette extrémité qui a fait que vous avez demandé de l'aide? Ah peut-être, ouais, c'était parce que j'en pouvais plus, quoi. J'étais tellement... mal. Et puis je savais que je me faisais du mal et que je me détruisais. Donc qui on appelle dans ces cas-là? Sa maman. Quand on peut. A la chance d'en avoir une et qui, voilà. Donc là, vous êtes hospitalisée, il se passe quoi ensuite? Ah ouais, je suis hospitalisée, donc urgence, là on me fait voir un psy. Et tout de suite, en fait, ils ont été super d'ailleurs. C'était Ambroise Paré. Et tout de suite, ils ont trouvé une place en clinique. Et là, clinique psy, et là, j'ai été internée pendant 1 mois. Sans contact avec l'extérieur? Rien. Plus de portable, voilà. Plus rien. Moi, je voulais pas de médicaments. Je n'avais pas envie qu'on me mette sous traitement. Donc, donc là, le changement, il est radical. Hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix que d'avoir un plateau repas à 18h dans votre chambre, hein, et puis après vous ne pouvez pas ressortir, donc vous ne pouvez pas aller acheter des gâteaux, des trucs. Donc c'est ça qui est très très bien, parce que gérer cette addiction, moi je pense que c'est une des pires addictions, la nourriture, parce que c'est la plus dure à traiter quand on est thérapeute. C'est très très compliqué. Je vous dirais que quand on arrive à gérer celle-là, je pense qu'on arrive quand même à gérer les autres. Donc là, vous êtes complètement dans un cocon et puis vous êtes pris en charge, quoi. Ça y est, donc on vous fait une batterie d'examens, vous voyez des psys,
vous faites des ateliers, des trucs, vous voyez d'autres personnes qui vont beaucoup plus mal que vous aussi, et on vous dit, mais en fait, pourquoi tu es là, toi? C'est quoi ton problème? Comment ça s'est passé la première fois où vous vous êtes dit, bon, de toute façon, là, c'est ce qu'on me sert et puis c'est tout? Et que la crise, elle vient quand même, parce qu'on est conditionné. Alors, je ne me souviens pas si les crises sont venues, parce qu'à partir du moment où votre cerveau il est formaté, terminé. C'est vrai, hein. Il y a un switch qui se fait. Il y a un switch qui se fait, je pense. Et là, vous décidez de toute façon d'aller mieux. Vous avez fait vous-même la démarche de vous faire soigner. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris la décision. De toute façon, on ne peut pas. En France, voilà, il faut... Et ça, c'est hyper important. Donc, à partir de ce moment-là, je savais que de toute façon, j'étais ici pour arrêter mes conneries de fêtes, de trucs. Donc, j'ai complètement changé, quoi. J'ai changé de numéro de portable, j'ai fait un tri dans mes fréquentations. Je veux dire, ça a été le point de départ à mon changement de vie. Là, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, en fait, hein, Ouais. parce que c'est ça, c'est reprendre Bien le sûr, pouvoir vous sur son corps, sur sa vie, sur son esprit. Mais qui est hyper douloureuse, vous imaginez ma mère. Puis même pour soi, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? J'ai tout. Qu'est-ce que je fais dans un hôpital psy, quoi? Je suis très contente d'avoir pris cette décision, parce que de toute façon, le travail, il faut le faire. Je sais que j'ai un tempérament addict. Voilà, tout peut être un peu une addiction. Instagram est une addiction. Voilà. Aujourd'hui. Bon, alors c'est dommage parce que vous en avez fait votre nouveau métier. Mais c'est pour ça. Je me suis dit, quitte à y passer beaucoup de temps. Je transforme. Je transforme. Non, mais il y a un moment donné, voilà, faut essayer de. Mais j'ai ce truc-là en moi. Je me connais. Donc, bel exemple de résilience, c'est-à-dire que vous avez transformé, par exemple, l'addiction au portable avec votre site qui s'appelle Se faire du bien par tous les moyens. Donc, vous êtes tout le temps en train de poster. Ouais. Voilà. Donc, c'est un bel exemple de résilience dans la transformation. On connaît ses défauts et on en fait peut-être pas tout à fait une qualité, mais en tout cas, par exemple, la voie de la sagesse et de la troisième voie, c'est aussi un travail personnel et du coup, on devient meilleur. En fait, vous avez deux options dans la vie. Quand il vous arrive des trucs un peu compliqués, c'est soit vous dites « Ah, ça arrive toujours sur moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» et puis vous vous plaignez. Non. Soit vous vous dites « Ok, si ça m'arrive, c'est pour que j'apprenne. Aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. Donc, je souhaite accompagner d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes problématiques. Voilà. Je vous avais dit, quand on avait fait l'émission de radio, j'avais vu un film de Valérie Donzelli, La guerre est déclarée, qui m'avait marqué. Cette phrase m'avait marqué, où ils ont un enfant qui est gravement malade, qui a un cancer et tout ça. Et à la fin, ils sont dans l'hôpital et son mari ou elle la regarde et lui dit « Mais pourquoi, en fait, ça nous arrive à nous ?» Et l'autre le regarde et lui dit « Mais parce qu'on est capable de le surmonter. » Et en fait, voilà, je pense que oui, le parcours n'a pas été simple. Moi, tout a été un peu laborieux. Voilà, c'est comme ça. Au final, je vais très bien. Je pense que j'ai une bonne étoile. C'est ma maman qui me disait ça. Elle me dit « De toute façon, tu as une bonne étoile. » Et oui, clairement. Mais rien n'a été simple. C'est comme ça. Donc, je me suis dit, plutôt que d'en souffrir et de me positionner en tant que victime, non, essayons de comprendre qu'est-ce qu'on a mis en place pour que ça aille mieux. Et aujourd'hui, ce que j'ai mis en place a marché. Donc, je peux partager mon vécu et mon expérience. Mais ça vaut tous les psys, en fait. Il y a à peu près 6 ans, j'ai commencé à m'entourer de personnes qui m'ont vraiment fait du bien. Et accompagné aussi de lectures qui ont changé ma vision de voir la vie. Voilà. Par exemple? Je pense que la première lecture que j'ai faite, c'était Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer, qui est médecin américain. Ouais. C'est un livre que je recommande souvent, notamment à l'antenne. Et puis après, j'en ai lu d'autres, les accords Toltec, enfin voilà, toute cette mouvance. Toute cette mouvance, en fait. On est acteur de sa vie. Exactement. Et puis des rencontres, des vraies rencontres aussi qui m'ont changé. Merci beaucoup, Clarisse, d'être venue aujourd'hui dans les locaux d'Europe 1. Merci à vous.